Bonjour et bienvenue dans le podcast NBA Corner où nous allons vous parler aujourd'hui bien évidemment du Game 7 à venir entre les Nuggets de Denver, champions en titre, et les Wolves de Minnesota qui nous servent une série absolument incroyable. On va également revenir sur toutes les autres séries, Dallas face aux Thunder, les New York Knicks face aux Pacers d'Indiana. On va également parler de la victoire de Boston sur Cleveland. On terminera le podcast en parlant de la recherche des coachs côté Los Angeles Lakers. Et sans tarder, c'est Charlie que j'accueille immédiatement. Salut Charlie. Salut Josh, salut à tous. Ah Charlie, c'est l'ascenseur émotionnel. Je sais pas si tu te rends compte, si tu t'en rends compte, mais en une semaine, en 7 jours, le visage de l'NBA comme on l'a quitté vendredi dernier a totalement changé. Du tout au tout, quoi. Ou presque, j'ai envie de te dire. Ouais, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on se retrouve face à des séries de playoffs dont la plupart sont pleines d'incertitudes et avec un suspense qui fait vraiment plaisir. Complètement. On va immédiatement commencer en parlant de cette série incroyable qui oppose Denver à Minnesota. Il y a une semaine, toi et moi, on était prêts à enterrer Denver après les 2 défaites à domicile et surtout un Game 2 dominé outrageusement par les Wolves. Mais comme Rudy Tomjanovic nous l'avait indiqué en 1995 après le 2e titre des Rockets, c'est souvent une erreur impardonnable de sous-estimer le cœur d'un champion et les Nuggets ont magnifiquement réagi dans les 3 matchs qui ont suivi. Les 3 jours de repos entre le Game 2 et le Game 3, sincèrement, je pense que ça a vraiment permis à Denver de penser ses plaies. Jamal Murray a retrouvé des couleurs sur le terrain, alors qu'il était totalement transparent dans les 2 premiers matchs. Le coaching staff, où j'avais émis des doutes pourtant, et je me suis largement trompé à opérer les ajustements nécessaires, notamment en confiant la remontée du ballon à Aaron Gordon. Nikola Jokic s'est aussi amusé à rappeler à tout le monde pourquoi il venait de remporter son 3e trophée de MVP en 4 ans, notamment avec cette performance, mais absolument irréelle dans le Game 5, qui a permis à Denver de prendre l'avantage dans cette série. Et alors qu'on pensait les Wolves dans les cordes, à leur tour, abattus, les épaules qui tombent, ils sont venus enchaîner les uppercuts dans un Game 6 absolument dominant qui leur a permis de forcer un Game 7 qu'on aura dans la nuit de dimanche à lundi. Charlie, je ne sais plus quoi dire à propos de cette confrontation, si ce n'est que nous sommes face à une série qui entrera sans aucun doute dans les annales de l'NBA, quoi qu'il se passe dans ce match décisif. Je te laisse me dire ce que tu en penses de tout ce qui s'est passé depuis vendredi dernier. Bah déjà, effectivement, c'est une série de fous. On a effectivement certainement été trop vite en besogne la semaine dernière quand les Wolves menaient 2-0, mais honnêtement, c'était vraiment pas évident de miser sur un tel réveil de Denver. Ils avaient vraiment pas montré grand-chose, notamment tu l'as dit dans le match 2. Alors on les a certainement sous-estimés et effectivement, ils ont eu une réaction de champion en titre. Leur match 3 est remarquable. Mais c'est vrai que sur les 2 premiers matchs, les Wolves étaient tellement dominants, tellement préparés à jouer ces Nuggets-là, et Denver montrait depuis le début des playoffs un visage qui était pas très convaincant, même au premier tour contre les Lakers. Alors certes, ils ont perdu qu'un match, mais ça aurait pu être plus compliqué. Ils ont vraiment pas été impériaux, donc forcément, en se basant sur ce qu'on voyait depuis le début des playoffs, on donnait pas très cher de leur peau. Mais leur réaction est vraiment la réaction d'un patron à tous les niveaux. Défense, intensité, attaque, les ajustements. Revenir d'un 0-2 en allant gagner à l'extérieur comme ils l'ont fait, c'est vraiment très très fort. Et surtout, ce qui est impressionnant, c'est qu'ils l'ont fait extrêmement sereinement. Ils ont su trouver les clés contre la défense des Wolves, à l'image de Jokic, qui a su se sortir de l'étau et des trappes. Et l'autre chose, c'est évidemment aussi le supporting cast qui s'est mis au niveau. Sur le match 3, on a un Porter Junior à 21 points, à 4 sur 5 à 3 points. En sortie de banc, on a une vingtaine de points. Sur le match 4, c'est Aaron Gordon qui s'est libéré au scoring, avec toujours une vingtaine de points en sortie de banc. Sur le match 5, on a KCP, on a à nouveau Gordon, et à chaque fois, c'est des pourcentages qui sont remarquables, notamment à 3 points. Match 3, ça shoot à 48%, match 4, ça shoot à 44%, match 5, 47%. Donc, Jokic, quand il a des coéquipiers qui répondent à ce point présent, on retrouve le joueur contre lequel il n'y a rien à faire. Si tu le trappes, que tu le prends à 2, il trouve immédiatement la solution par la passe. Si tu décides de pas le faire et que tu le laisses jouer, alors là, on va même pas en parler, c'est un récital. Il a une fois de plus prouvé qu'il est le patron de la ligue depuis des années, celui qui en est le meilleur joueur, mais pas seulement. Il a un impact et une influence qui est tellement colossale sur le jeu de son équipe que c'est difficile à quantifier.
Ce match 5, bon, moi j'ai lu et entendu beaucoup de critiques contre Rudy Gobert après ce match-là, mais c'est pas ça qu'il faut faire, c'est pas du tout ça. Ce qu'il faut, c'est célébrer le génie absolu de Jokic, qui est en train de réaliser une des plus grandes carrières de l'histoire de la ligue. Et Gobert, il est opposé à un joueur dont on se demande déjà quelle sera sa place au panthéon de la NBA quand il arrêtera, et ce alors qu'il n'a même pas 30 ans. C'est hallucinant. C'est surtout que Jokic a fait danser absolument tout le monde, que ce Bien soit sûr. Anthony Davis, Bam Adebayo, enfin les meilleurs défenseurs s'y sont collés et personne n'arrive véritablement à faire quoi que ce soit contre lui. Et une défense face à une équipe où il y a Nikola Jokic, c'est une défense collective qu'il faut adopter. Et c'est ce qu'on a vu dans le Game 6 d'ailleurs. Minnesota a magnifiquement défendu Incroyable. dans ce match. J'aimerais revenir vite fait sur le fait quand tu parles de la réaction de Denver, s'ils parviennent à remporter cette série contre Minnesota, ça sera la 6e équipe à réussir à s'imposer après avoir perdu les 2 premiers matchs à domicile. Donc autant dire que c'est une vraie c'est un vrai exploit historique. Hein. Ouais, Il c'est y une a vraie eu performance. voilà les Lakers en 1969 face aux San Francisco Warriors. Il y a eu les Rockets face aux Phoenix Suns en 1994. C'était en demi-finale de conférence également. Il y a eu Dallas face aux Rockets en 2005. Et il y a eu les Celtics face aux Bulls en 2017. Pour les équipes championnes, il y a eu 2 occurrences qui se sont déroulées dans le passé. La première, c'est l'équipe des Sixers en 1984, qui avait été championne en 83 et qui s'était retrouvée 2-0 face aux Nets au premier tour, à une époque où les matchs, où les séries du premier tour se jouent encore au meilleur des 5. Ils avaient fini par s'incliner 3-2 face aux Nets. Et autre équipe championne en titre qui a été menée 2-0 à domicile avant de s'incliner, c'était les Lakers. Donc en 2011, on en avait parlé rapidement la semaine dernière. Donc voilà. Donc grosso modo, les Nuggets sont vraiment sur un territoire très très compliqué. Et leur réaction pour gagner 3 matchs consécutifs de la sorte, c'est vraiment absolument épatant. Le Game 6 des Wolves, ils ont magnifiquement joué collectivement, que ce soit en défense ou en attaque. Jokic, clairement, a besoin que Jamal Murray soit présent. Jamal Murray a été une nouvelle fois totalement atroce. Le banc aussi, le supporting cast n'était pas à la hauteur. Hein. À la mi-temps, je crois, Jokic avait 16 points à 7 sur 14 au tir. Le reste de l'équipe avait 24 points à 7 sur 28. Donc c'est juste pas possible. Ils finissent tous, si t'enlèves Jokic, ils finissent à 17 sur 67 au tir, 25% sur l'ensemble de la rencontre. Donc autant te dire que c'est absolument injouable de gagner comme ça. Il y a des choses aussi au niveau de la bataille des rebonds qui sont excessivement importantes dans cette série. Les pertes de balles, limiter les pertes de balles. Michael Malone en a également parlé encore une fois, parce que c'est pas la première fois que ça arrive, en post-game. Il a dit, voilà, si on s'impose pas au rebond et si on continue de perdre les ballons dans tous les sens, forcément, on gagnera pas. Il y a un truc qui m'a rassuré malgré tout concernant Denver dans ce 6e match, c'est le fait qu'ils aient réussi à générer beaucoup de tirs ouverts, ce qui pour le coup, c'est bizarre parce que dans le game 2, c'était une catastrophe tout pareil. Ils marquent 80 points. Là, hier soir, ils en marquent 70. Donc, tu peux légitimement te dire, c'est encore pire. Mais j'ai trouvé qu'ils avaient réussi à dégager pas mal de tirs où il y avait clairement, c'était clairement ouvert. Et en fait, ils ont raté. Ils ont raté énormément de tirs. Ouais. Pour moi, ce game set, ça va se gagner avec un banc qui va répondre présent. Tu l'as très bien souligné. C'est un des éléments clés des 3 victoires de Denver sur les 3 dernières rencontres. C'était parce que le banc aussi répondait présent de manière assez inattendue, j'ai envie de te dire. Mais voilà, Justin Holiday, Christian Brown, ont magnifiquement joué. Et je pense qu'effectivement, il faut que Jamal Murray, qui aura 2 jours de repos entre ce match 6 et ce match 7, potentiellement ça va lui faire du bien, ça va peut-être lui permettre de retrouver un peu ses jambes. Il faut que Michael Porter Jr. nous sorte un match à peu près correct s'ils veulent s'en sortir. Il faut que Aaron Gordon continue à s'en sortir également en termes de création de jeu, parce que c'est lui qui a la balle pour remonter à chaque fois sur le ballon sur le terrain.
ça va être une guerre de tranchées, ce Game 7. Ouais, j'ai extrêmement hâte évidemment de le voir. D'abord parce que Game 7, bah c'est ce qu'il y a de mieux en fait, hein. C'est là qu'on voit, c'est là qu'on voit le plus quels joueurs ont les épaules pour porter leur équipe, quelles équipes sont les mieux préparées, quelles équipes résistent le mieux à la pression. Moi, je dois avouer que le match 6, au début du match, j'ai eu un peu peur parce que à un moment, 9-2 pour Denver. ouais, c'est ça. À un moment, je me suis dit, rien ne peut arrêter ces Nuggets-là. Et puis, j'ai vu les Wolves redevenir les Wolves. En fait, c'est simple. Denver a marqué 9 points dans les 3 premières minutes du match. À la fin du premier quart-temps, ils sont à 15. Ouais, c'était Le réveil des Wolves a été vraiment impressionnant. Malgré ça, je suis d'accord avec toi. Je trouve que ce match-là est moins préoccupant que le match 2 pour Denver. Mais pour Minnesota, ouais, on a retrouvé cette défense irrespirable qui est leur marque de fabrique, qui l'était particulièrement dans les 2 premiers matchs. Cette sensation qu'il y a rien à faire pour échapper à l'étau. Le retour de Mike Conley change évidemment aussi beaucoup de choses pour cette équipe. C'est vrai, le Game 5, il n'était pas là et on a bien vu que c'était excessivement important. Ça, on l'a pas assez souligné, je trouve. Bah, Bah, son rôle dans l'effectif est Mm. extrêmement impressionnant, extrêmement important. Et d'ailleurs, tous les joueurs tous ses coéquipiers qui sont interrogés à ce sujet, le disent constamment et rappellent constamment son importance. Ce mec-là est incroyablement sous-estimé. L'année dernière, il a été excellent dans tous les compartiments du jeu. Il est très efficace, il a une vraie intelligence. Gobert, d'ailleurs, en a parlé après le match en expliquant que sa présence a une influence énorme sur l'ensemble du groupe, sur tous les aspects du jeu, il apporte de la sérénité. En fait, c'est vraiment le général de cette équipe. C'est pas du tout le franchise player, mais c'est certainement un des joueurs les plus importants de cet effectif. Et Edwards a bien expliqué que sa présence lui ouvrait des espaces. De toute façon, la stratégie des Wolves hier soir était imparable. Cette équipe, j'ai l'impression, tu vas me dire ce que tu en penses, mais j'ai l'impression que quand elle trouve son rythme offensivement, ça devient très très compliqué de les battre. Surtout quand voilà, tu as des joueurs comme McDaniels. Pour moi, c'est un peu le baromètre de cette équipe. Quand tu as des joueurs comme Jaden McDaniels, Naz Reid et Nickel Alexander-Walker qui commencent à faire des vraiment bons matchs en termes d'adresse, quand ils sont impliqués offensivement, ça devient très compliqué. Et là, tu vois bien, il y avait tout un jeu d'écran avec Karl Anthony Towns sur Edwards pour essayer de créer ces mismatchs avec Murray ou KCP qui se retrouvaient sur Towns. Et à chaque fois, tu avais l'aide de Gordon qui venait faire une prise à deux sur Edwards, ballon redistribué soit sur les, il y a eu des bonnes passes lobées avec Gobert je trouvais que c'était pas assez exploité dans les matchs précédents et là ça a été plutôt le cas. Euh, il y a eu, enfin, je sais pas, l'impact de Karl Anthony Towns est tellement important Incroyable. offensivement pour justement mettre en marche toute cette machinerie offensive côté Wolves. Et une fois que Kat est rentré dans sa rencontre, tu vois bien, Edwards, ça lui libère, mais ça lui libère un champ, mais absolument. Tu peux rien faire contre ça, quasiment. Ouais, je suis d'accord. Et puis il a un vrai impact. Et puis t'as parlé de la bataille des rebonds sur le match 6. C'est une boucherie. Les Wolves archi dominent ce secteur et c'est quelque chose d'extrêmement important. Et Karl Anthony Towns, ouais, il est très très juste. Lui aussi, c'est une variable extrêmement importante pour ces Wolves. Quand il est bien dedans, quand il est bien en rythme et qu'il fait bien son taf, eh ben, il y a quand même pas grand chose à faire et c'est important de le noter parce que ces dernières années on a quand même souvent eu des doutes sur Karl Anthony Towns, on l'a souvent critiqué, on a parfois remis en question son attitude, la dureté de son jeu, etc. Ben là il y a rien à redire. Donc C'est surtout les erreurs qu'il fait. Il a fait ses erreurs dans les 3 matchs perdus. On, Town, c'est ça, c'est des fautes bêtes, c'est des difficultés à trouver les bons tirs, à trouver le bon rythme, à trouver à bien lire la défense qui est en face de lui. Et ça, c'est encore là. Mais j'ai envie de dire, c'est toujours un peu, c'est toujours à double tranchant avec Karl Anthony Towns. Quand il est dans son match et qu'il est vraiment concentré, t'as l'impression que cette équipe de Minnesota est invincible quasiment. Du moins, elle match up parfaitement avec face à Denver. ouais. Quand Towns est dans sa tête et en train d'accumuler les erreurs et de se déconcentrer et de râler après les arbitres et tu vois qu'il comprend pas pourquoi ça fonctionne pas, là tu peux commencer à t'inquiéter parce que ça veut dire qu'il y a des problèmes quoi. Ouais, je suis d'accord. Et là tu as des doutes sur le fait sur la capacité de Minnesota à trouver les solutions pendant le match quoi. Après, tu vois bien, là, défensivement, il y a eu plein d'ajustements hyper intelligents de la part de Chris Fitch et du coaching staff, notamment sur les pick and roll avec Murray et Jokic, où ils ont totalement ignoré euh,
comment dire, les drives de Murray au cercle, le seul objectif, c'était de priver Jokic du ballon. C'était des prises à deux quasiment systématiques en se disant, voilà, Jokic ne nous battra pas sur cette rencontre, on va laisser les autres, Murray, Gordon, KCP, qui tu veux, mais ce sera les autres qui vont nous battre, ça sera pas Jokic cette fois. Mm. Et j'ai vraiment hâte de voir comment Michael Malone et Denver va réussir à trouver la réponse à tous les ajustements défensifs qu'il y a eu côté Minnesota. Ouais, et au-delà des ajustements, moi, il y a un truc qui m'interpelle avec le boulot fait par le coaching staff des Wolves, c'est comment ils ont réussi à ramener de la sérénité dans cette équipe. Parce que sur les 3 défaites consécutives qu'il y a eu, il y a des moments où on sentait quand même que ce groupe-là, il était à 2 doigts de vriller un peu. Il y a eu des prises de tête. Bah, Gobert, encore une fois, s'est pris une énorme amende après avoir fait son geste là, de se frotter les doigts. Enfin, on sentait qu'il y avait un peu de tension, que les décisions arbitrales étaient de plus en plus Ouais, contestées. Honnêtement, cette série, elle aurait pu tourner très mal et ça aurait pu se finir en 4-2 d'une manière assez vilaine. Et finalement, c'est pas du tout ce qui s'est passé dans ce match-ci. Ils se sont pas affolés, même en prenant un run au début du match. Tu vois, vraiment, ils étaient. Je te dis, moi, c'est pour ça que j'ai eu peur à un moment de voir les Nuggets dérouler dans ce dernier match et conclure ça, parce qu'il y avait tout pour eux et ils se sont jamais affolés. Et ils sont revenus et franchement, je trouve que la sérénité que Chris Finch et ses assistants arrivent à insuffler dans cette équipe, c'est quelque chose de très impressionnant. complètement. Et cette série, c'est vraiment, enfin, je sais pas, c'est vraiment un délice absolu. Alors, on peut Oui. regretter le fait qu'il y ait eu 2 blowouts catastrophiques dans, dans la série. C'est vrai que ça casse un peu le délire quand au troisième quart-temps, t'as l'impression que le match est complètement plié. Mais, euh, mais en termes d'ajustement des coaching staff, de comment les jeux d'écran, qui prend le ballon, comment tu libères les espaces, comment tu arrives à mettre tes meilleurs joueurs dans les meilleures dispositions pour essayer de les faire briller, pour qu'ils retrouvent aussi leur efficacité. Voilà, c'est là pour le coup, cette série nous régale véritablement à ce niveau-là. Et c'est marrant parce que quand on a fait la preview, toi et moi, de cette série, je t'avais dit, enfin, moi dans ma prédiction, c'était Denver en 7. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que l'avantage du terrain, c'est joué en fin de saison entre ces deux équipes. C'est bizarrement Phoenix qui, parce qu'ils ont remporté leur victoire face à Minnesota dans les derniers matchs de la saison, je crois que c'était le dernier match d'ailleurs, euh, a fait perdre l'avantage du terrain à Minnesota en cas d'opposition à Denver. Et voilà. Et donc, c'est l'histoire qui va s'écrire dimanche, j'ai envie de te dire, parce que je crois véritablement que la victoire va s'obtenir au prix d'une performance d'un joueur, de plusieurs joueurs. On verra qui c'est qui va sortir du lot, mais je pense que ça restera à jamais dans les mémoires. Clairement, on est face à une série all-time, Ouais, clairement. ouais, je suis d'accord. On est face à une série all-time. Tu l'as dit, effectivement, même s'il y a eu quelques blowouts, etc. C'est pas la question. En fait, le scénario, le contexte, il y a trop de choses effectivement dans cette série. Elle est incroyable. Faire un prono sur ce match 7, honnêtement, c'est extrêmement compliqué. Moi, je, en fait, j'ai presque plus envie de raisonner en fonction de mes envies et du cœur plutôt qu'en fonction de la logique, parce qu'aujourd'hui, bah, c'est quand même très compliqué de se prononcer sur ce qui va se passer, quoi. Ces deux équipes sont tellement proches, en fait, elles ont toutes les deux tellement d'armes pour remporter cette série. En fait, aujourd'hui, c'est clair, c'est l'équipe qui saura le mieux imposer son jeu et qui saura le mieux imposer ses armes qui va l'emporter. C'est très très compliqué d'avoir un favori sur ce match 7. Ça, c'est qui va trouver les solutions, qui va réussir à appliquer le plan de jeu, qui va réussir à ne pas fondre sous la pression. Et voilà, et Minnesota, ils ont quasiment pas d'expérience là-dedans. Je crois que c'est le premier match. Je crois que quand ils vont jouer leur match 7 face à Denver, ça fera 20 ans qu'ils ont. Ce sera le 20e anniversaire du dernier match 7 de Minnesota en playoff face aux Kings à l'époque de Kevin Garnett en 2004. Donc ça remonte. Les Nuggets, eux, ont joué plusieurs matchs 7 déjà. Oui, Ils ont cette expérience-là. Donc, d'ailleurs, j'ai trouvé, j'ai retrouvé les stats. Nikola Jokic, dans les matchs 7, il est à 3 victoires, une défaite, avec des stats 24 points en moyenne, 16 rebonds, 7 passes. Ouais, c'est ça, ouais.
Et la dernière fois qu'il a perdu, c'était face aux Blazers au second tour en 2019. Ouais. Après, côté Wolves, t'as quand même quelques joueurs d'expérience dans Bien l'effectif. Hein. sûr. Mike Conley, Rudy Gobert ont déjà joué des séries en 7. Ils ont perdu un Game 7 face à Denver en 2020 dans la bulle. C'est vrai. Quand ils jouaient à Utah. C'est tout à fait vrai. Ouais. Mais bon, c'est ouais, moi je. Allez, si. 80-78. Et je sais pas si tu te souviens, tu avais ce tir au buzzer de Mike Conley qui ricoche sur le cercle et qui finit par sortir. Et victoire Denver qui revenait d'un déficit de 3-1. Mon Dieu, mais c'était mon cœur s'est arrêté ce jour-là. Alors toi, pour toi, qui a le plus de chances de l'emporter sur ce Game 7 si tu dois en choisir Et tu un? sais très bien qui c'est que j'ai envie de voir gagner. Ah ouais, encore maintenant? Mais de quoi? Bah je sais pas, le scénario aurait pu te donner envie de voir les Wolves continuer, par exemple. Non, mais moi je suis totalement fanat de Nikola Jokic. Je veux dire, c'est impossible pour moi de parier contre ce mec-là. Et quand je vois son Game 5, je me Ouais, dis, faut être fou pour parier contre ce type. Et en même temps, il peut pas le faire tout seul. Il peut pas le faire tout seul du tout. Et c'est là où je suis inquiet, c'est que quand je vois Murray et Michael Porter Jr. Michael Porter Jr., il a fait un match à peu près correct dans cette série. C'est un peu inquiétant. tout à fait. Jamal Murray, j'ai envie de te dire, il y a deux matchs deux jours de repos, pardon, entre le Game 6 et le Game 7. Ça joue potentiellement en faveur des Nuggets. L'expérience joue en leur faveur. Maintenant, voilà, si le banc ne répond pas présent, hier soir, c'est 36 points du banc des Wolves, 9 pour le banc des Nuggets. Tu peux pas gagner comme ça. C'est pas possible. C'est absolument impossible. Donc, je vais éviter d'être prisonnier du moment comme la semaine dernière où j'étais tellement énervé, tellement hors de moi après cette défaite dans le game 2. Et comme on en avait parlé toi et moi c'était surtout un problème L'attitude. d'attitude. Ah ouais, ouais. Et là, l'attitude, je la trouve meilleure. Tu vois, le fait que Jokic soit là en train de déconner en conférence de presse. Alors certains peuvent trouver ça absurde, ridicule ou révoltant. Moi, je trouve que c'est une bonne chose, surtout quand tu sais qu'après ça, il est allé il allait faire une séance d'entraînement et que je trouve que c'est la bonne attitude à avoir en fait. Après une rencontre comme celle-ci, je veux dire, j'aurais été plus inquiet de le voir s'auto-flageller ou dire ah mon Dieu. Et si tu regardes ce qu'il dit, les propos même qu'il tient dans cette conférence de presse, il dit clairement c'est une défaite. Il faut pas dire ah bah on a perdu de 45 points, donc faut l'oublier, ça sert à rien. Non, il dit non, faut s'en souvenir, faut s'en servir, faut qu'elle soit là, faut qu'on la prenne avec nous cette défaite, qu'on l'assume, qu'on la regarde et qu'on réagisse justement. Et j'ai trouvé ça plutôt positif. Donc moi j'ai envie de voir Denver gagner, ne serait-ce que pour faire taire tous les gens qui sont tombés sur le et moi le premier d'ailleurs qui sont tombés sur Jokic en disant que finalement c'était peut-être pas le joueur qu'on pensait qu'il était quoi. Donc voilà, maintenant si c'est Minnesota qui l'emporte, écoute, j'ai envie de te dire que ça sera l'histoire sera magnifique pour toutes les raisons qu'on a évoquées l'autre fois. Tim Connelly qui bâtit cette équipe justement pour battre Denver, ça voudrait dire qu'Anthony Edwards a probablement répondu présent sur cette rencontre. C'est probablement aussi une rédemption pour Karl Anthony Towns quelque part. Pour Rudy Gobert, ça confirme énormément de choses. Tu pourras jamais lui reprocher enfin, il aura toujours ça sur son tableau de chasse, tu vois. On a battu le champion en titre, j'ai battu Nikola Jokic dans une série, quoi. Voilà. Il y a Mike Conley. Mike Conley, putain, c'est un mec que j'adore. Mike Conley, j'aimerais bien voir Mike Conley réussir à faire quelque chose aller remporter un titre une fois dans sa carrière. C'est c'est un joueur que j'ai toujours adoré dans cette ligue. Donc, Ouais, ce serait une belle récompense. Ouais. Et puis même Rudy, moi j'ai envie de voir Rudy Gobert se battre pour une bague en fait. Ouais, moi j'avoue que mon cœur balance un peu plus en faveur des Wolves. J'ai envie de continuer à avoir joué cette équipe. J'ai envie de savoir jusqu'où Anthony Edwards peut aller à cet âge-là avec ces mecs-là. J'ai envie de voir Rudy en finale à l'Ouest. Ouais, c'est vrai que moi, pour le coup, alors que j'adore aussi Jokic, que j'aime beaucoup cette équipe de Denver, j'ai assez envie de voir l'histoire des Wolves continuer dans ces playoffs. Maintenant, encore une fois, je pense que c'est vraiment un prono du cœur parce qu'aujourd'hui, c'est trop compliqué de se projeter. Alors moi, il y a juste un élément, t'as parlé de Jamal Murray.
J'avoue que les déclarations de Jamal Murray en conférence de presse qui expliquent que sa maladresse est due n'est pas du tout due à la défense qui est sur lui, mais à ses problèmes au coude, ça m'inquiète un peu parce que ses problèmes au coude, ils vont pas se régler du jour au lendemain. Donc ouais, en plus de ça, enfin en plus du fait que j'ai envie de voir les Wolves continuer, je vais mettre les Wolves en 7, je pense. Écoute, moi je suis Team Jokic clairement. Envers et contre tout. Moi le plus longtemps je peux voir jouer ce mec-là au basket, le plus je suis heureux, tu vois. Ce gars-là me procure de la joie Ah mais je comprends très quand je le bien. vois jouer au basket, et le game 5 pour moi c'est, je pense que j'ai regardé quasiment 3 fois ce match. Donc déjà, voilà, mais je trouve que c'est une bonne chose que ces deux équipes se départagent sur un game set. Et j'ai envie de te dire, peu importe qui sort de ce duel, ce que je disais tout à l'heure, on aura été face à un affrontement absolument incroyable, C'est clair. historique à mon sens. Et il faut, enfin c'est ça aussi la NBA, quoi. Tu sais quoi, pour moi il y a un peu un goût similaire à ce que je ressentais quand je suivais les Spurs face aux Mavericks au milieu des années 2000, où ils ont eu plusieurs confrontations. Il y avait ce duel Duncan face à Dirk Nowitzki. Il y avait des joueurs qui étaient passés des Mavericks aux Spurs, et à contrario, je me souviens que le coach des Mavericks à un moment c'était Avery Johnson qui avait remporté un titre avec les Spurs en 99. Bref, il y avait cette espèce de consanguinité entre les deux clubs qui se livraient des batailles absolument mémorables en playoff. Et ça me fait penser un peu à ça, c'est marrant. Je sais pas s'il y a des auditeurs qui s'y retrouveront dans les propos que je suis en train de tenir là, dans cette comparaison, mais moi ça m'a fait penser à ça depuis le début, et je suis content que ça se passe comme ça. Bah moi je suis bien content qu'on ait un Game 7 en tout cas. Ouais, on verra ça. Je vais pas dormir dimanche. Putain la vache, ça va être hardcore ça. Ah, Pierre, le lundi en plus, je travaille, je dois me lever aux aurores pour travailler. Ça va être joyeux. On va parler des Knicks et des Pacers. Après 2 défaites à Indiana, dont un Game 4 totalement dominé par les Pacers, les Knicks, pourtant accablés par les blessures, ont une nouvelle fois trouvé les ressources pour s'imposer à domicile dans un Madison Square Garden en éruption. Jalen Brunson, qui a atteint le statut de divinité à New York, a enregistré son 5e match à 40 points ou plus dans ses playoffs. Tom Thibodeau a décidé d'insérer Deuce McBride dans le 5 majeur à la place de Precious Achiuwa pour améliorer le spacing. Un pari gagnant qui n'a pas empêché les Knicks de remporter la bataille des rebonds, ce qui, franchement, je crois que c'est un des trucs qui m'a le plus surpris dans cette histoire. Indiana a cumulé les erreurs, notamment les pertes de balles calamiteuses en première mi-temps. Eux qui sont habituellement plutôt solides dans la tenue de balle. Ça a permis à New York d'avoir 15 tentatives de tir supplémentaires par rapport aux Pacers. Cette première mi-temps dont Indiana n'aura pas été en mesure de se relever. Plus contrariant à mon sens, on en a parlé toi et moi, Tyrese Haliburton, je trouve, personnellement, n'a pas été à la hauteur de l'événement, se contentant de 13 points avec seulement 9 tirs tentés, une passivité que je trouve regrettable, et ça m'a rappelé sa performance dans le premier match de la série. S'ils veulent s'imposer, les Pacers doivent pouvoir compter sur leur meneur dans ces moments-là. Je ne sais pas comment ça va se passer dans le Game 6 qui se jouera à Indiana, c'est cette nuit, je crois. Charlie, comment tu te positionnes sur cette série? D'abord, effectivement, les Pacers ont très bien répondu dans les matchs 3 et 4. Le match 3 était vraiment plaisant dans la lignée du début de la série en termes d'intensité. New York aurait vraiment pu prendre ce match. D'ailleurs, ils menaient à l'entame du 4e quart, mais Haliburton et Siakam ont su ramener Indiana à la hauteur, et puis Nembhard met un shoot sorti de nulle part pour permettre aux siens de l'emporter à moins de 20 secondes de la fin. Mais Limite en perdant le bal en plus. ouais. Et ensuite, dans le match 4, on a vraiment vu les limites de la méthode Thibodeau. Pour moi, l'équipe, ils étaient à bout de souffle, beaucoup trop dépendantes de Brunson, ils ont subi le rythme imposé par Indiana pendant toute la rencontre. T'as dit dans le match 5 que que les Knicks avaient remporté la bataille des rebonds. Je suis pas d'accord, ils l'ont pas remporté. Ils ont explosé les Pacers, c'est un scandale. Il y a 53 rebonds à 29, 20 rebonds offensifs à 5. 12 rebonds Hartenstein Attends, sur mais ces 17 rebonds. C'est n'importe, 12 rebonds offensifs. à lui C'est seul, absolument n'importe quoi. à lui seul, c'est plus du double de rebonds offensifs que tous les Pacers réunis.
Ouais. C'est quand même de la folie. De toute façon, les rebonds, c'est quelque chose dont on parle depuis un moment concernant New York. On sait à quel point c'est une donnée importante, d'une part évidemment parce que c'est beaucoup plus simple de gagner un match quand tu remportes la bataille des rebonds, mais aussi parce que ça illustre l'état d'esprit de cette équipe qui est parfaitement incarné par Josh Hart, qui est hallucinant. C'est le deuxième meilleur rebondeur de ces playoffs derrière Jokic en total de rebonds captés, alors que le type devrait normalement être épuisé, quoi. Et pourtant, non, il continue à se battre comme un psychopathe. Bon, quelque part, moi, j'ai un regret, c'est quand on voit les contributions de Achiuwa, Alec Burks, etc. On peut que regretter l'entêtement de Thibodeau de jouer avec des rotations si restreintes. Ces deux mecs-là, ils prouvent qu'ils auraient pu avoir voix au chapitre depuis le début de ces playoffs. Alors, je dis évidemment pas que ça aurait tout changé, mais ça aurait quand même Hmm. permis aux titulaires de souffler plus régulièrement. Peut-être, bon là, on est dans la fiction, mais peut-être d'éviter certaines blessures. On parle pas juste d'ajustement tactique, on parle de préserver la santé des joueurs et c'est capital pour être ambitieux sur la durée de ces playoffs, mais aussi pour l'avenir. Mais bon, écoute, c'est Knicks. Que dire de Jalen Brunson, hein. Ouais, Ce match 5, c'est ouais. C'est les Hunger Games en fait, les ouais, Knicks dans ces playoffs quoi. exactement, c'est ça, c'est ça. Ils passent de niveau en niveau Et quelque part, il y a presque une toute petite vibe hit 2023, tu vois, dans le sens où en fait, complètement. Ouais. t'as l'impression que quel que soit le joueur que Thibodeau va sortir du banc pour pallier aux absences de ses C'est tauliers, le clair, mec va répondre exactement, présent, quoi. Tu vois, dans exactement. l'état d'esprit, dans l'intensité, il y a des points communs. Bon, écoute, en fait, moi, je sais plus quoi dire sur Jalen Brunson, son match 5, mais même ses playoffs dans l'ensemble. Je sais pas si on se rend compte que sur ses playoffs, il tourne à 34 points et plus de 7 passes de moyenne. Alors, ok, sur le match 5, il prend 35 tirs, mais il fait gagner son équipe. Il y a toute la ville de New York sur ses épaules et il continue à répondre présent. Comment est-ce que c'est possible que ce mec-là, avec toutes les minutes qu'il joue depuis le début, il soit encore capable de prendre 35 shoots et de faire gagner son équipe? C'est dingue. Sur ces playoffs, il y a que Josh Hart et Luka Doncic qui cumulent plus de minutes que lui. Et vraiment qu'il soit capable de sortir de telles performances dans ce contexte, je trouve que c'est absolument hallucinant. Vraiment. Ouais, on en a déjà parlé la semaine dernière de ce groupe, de cette équipe, des rotations. Oui, mais J'ai adoré l'ajustement de Thibodeau. Franchement, mettre McBride dans le 5, enfin, je m'y attendais pas du tout à cette décision. Et rétrospectivement, tu te dis, ça tient presque du génie cette histoire. ouais, Donc, je sais pas, je, en fait, les Knicks, je suis rentré en mode où il y a tellement de joueurs blessés. Elle est tellement décimée, cette équipe. Et malgré tout, ils se battent. Malgré tout, ils gagnent les matchs. Le Madison Square Garden, là, tu vois John Starks, Stephen Marbury, qui sont comme qui sont entre anciens en train de se hyper sur le parquet en limite de terrain. Je sais pas. Je m'assois et je regarde et j'ai un sourire au coin des lèvres et je kiffe les rencontres, quoi. ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord, mais en fait, tu vois, tu t'as dit, on a déjà évoqué, tu vois, tout cet aspect d'ébauche physique malgré un état logiquement épuisé. Mais en fait, le problème, c'est que chaque semaine, on en parle, mais chaque semaine, on attend que ça s'arrête, Ouais, hein, en fait, parce que c'est des êtres humains, ces mecs-là. c'est sûr. Et pourtant, ça s'arrête pas. C'est hallucinant. Enfin, vraiment, c'est hallucinant. Ouais, je trouve vraiment que ce que ces Knicks dégagent, c'est hyper plaisant. Donc oui, après, il faut aussi parler d'Indiana. Moi, je suis forcément un peu déçu des Pacers sur le match 5. Ils avaient le momentum dans la série, ils étaient revenus à 2-2 et ils ont pas répondu présent, ni défensivement, ni dans l'intensité. Alors, Haliburton, je suis d'accord avec toi, il est très inconstant. On l'a déjà dit, c'est ses premiers playoffs, il les a abordés dans des conditions particulières, parce qu'on sait très bien que sa deuxième partie de saison régulière, après son retour de blessure, a été au mieux moyenne. Cette blessure l'a complètement déréglé, l'a fait sortir de son rythme. Malgré ça, il était enfin rentré dans ses playoffs avec une adresse retrouvée, mais là, sur ce match 5, il s'est fait bouffer absolument, mais comme tout le reste de son équipe, Oui, et puis alors, il n'a pas ouais. existé, quoi. Ouais, mais alors, quand même j'ai quand même un problème avec Tyrese Haliburton dans cette série là, particulièrement face aux Knicks, parce que quand les choses vont bien, il ouvre sérieusement sur le terrain, il est là, hell no, on peut pas défendre sur moi. Et le match 5, encore une fois, perdre ou gagner, c'est pas l'important. C'est toujours une question d'attitude. Et j'ai trouvé que c'était pas la bonne attitude. Et puis sans cesse les Knicks m'ont emmené dans les pick and roll.
pour essayer de le mettre sur Brunson parce qu'il savait très bien que Brunson allait l'assassiner euh, dans le jeu en isolation. Et j'ai envie de dire, mais Tyrese, je sais pas, montre un peu D'agressivité. ouais, d'agressivité, un peu de répondant, un peu Je suis de, d'accord. je sais pas, montre-nous un autre visage que ça, quoi, plutôt que, enfin, je sais pas, j'ai trouvé ça, Ouais, c'est ça. En fait, moi, je lui pardonnerais beaucoup plus facilement un manque d'adresse qu'un manque d'envie. Et je pense que c'est pareil pour tout le monde. Et effectivement, et d'ailleurs, dans le jeu sans ballon aussi, il y a des soucis. Il manque d'agressivité à Liberton. Pour l'instant, il faut Et dire ce pourquoi, qu'il à ton avis? Parce que moi, je est. comprends pas. Je pense que si tu lui poses la question, à Liberton, il te dit, bah si, j'ai envie, bien sûr que si, j'ai envie de me battre et tout ça. Et clairement, je veux dire, le mec, c'est un joueur professionnel. Et Ah, je comprends pas la passivité qu'il peut avoir. Et c'est surtout que quand il est pas impliqué dans les actions, bah, c'est pareil, c'est dur de le voir se démener sur le terrain. Enfin, je sais pas. bah, En tout cas, c'est pas ce qui ressort à mes yeux quand je regarde le match 5. J'ai du mal avec ça, quoi. en tout cas, après le match 5, il a reconnu qu'il manquait Tout à d'agressivité fait. et il a dit que c'était un secteur sur lequel il fallait absolument qu'il progresse, qu'il fasse mieux. Savoir pourquoi, je sais pas, tu vois, je saurais pas te dire, je saurais pas te dire. Mais en tout cas, c'est clair que pour le moment, il est pas du tout. Et c'est d'autant plus flagrant qu'il est face à une équipe qui vit et qui meurt dans l'intensité. En fait, ces Knicks-là, c'est quand même leur trait principal de caractère. Donc oui, là, à Liberton, il doit montrer un autre visage sur le match 6, c'est sûr et certain, sûr et certain. Est-ce que tu penses que ça va en 7 aussi, cette série ou pas? Bah j'espère. Moi, de toute façon, je vais Toi, être. t'as envie de te faire un dimanche Ah ouais. match 7, quoi. Game Ah 7. ouais, ouais. Ah bah oui, T'as pas envie que je dorme dimanche, quoi. non, mais Du il y a tout. rien de mieux que les matchs 7 en NBA. Je Ok, te dis, ok. c'est là que les joueurs se révèlent. C'est là qu'on voit qui a les épaules pour porter son équipe. Tu vois, pour la suite de la carrière d'Ali Burton, par exemple, jouer un match 7 sur sa première campagne de playoff, ce serait hyper formateur, ce serait hyper important, même pour le front office d'Indiana, ce serait extrêmement porteur d'enseignement. Donc ouais, j'ai envie de voir Indiana égaliser, j'ai envie que les 3 dernières demi-finales de conférence encore en cours se jouent en 7 matchs, mais je miserai pas d'argent dessus. Et puis en plus, comment tu peux ne pas avoir envie d'un match 7 au Madison Square Non, Garden? mais clairement, Ce clairement. serait incroyable. Et je pense que Indiana, enfin, c'est typiquement le genre d'équipe qui, à domicile, par ses supporters, Ah bah c'est pas la même équipe Indiana à domicile. voilà, ils sont transfigurés à chaque fois. Bah d'ailleurs, depuis le début des playoffs, ils ont pas perdu un seul match à domicile, hein. Ouais. Alors, à moins que, voilà, encore une fois, c'est pareil. Pareil, si tu perds la bataille des balles perdues, enfin, s'ils continuent de perdre des ballons dans tous les sens, alors que ça leur ressemble pas du tout, franchement, c'est une équipe ultra propre. Ça a été une équipe ultra propre tous ces playoffs sur les balles perdues. Et donc, c'était un peu étonnant de les voir perdre 18 ballons, je crois. Au final, les Knicks ont tenté sans un tir, et les Pacers en ont tenté 72. Tu remportes pas avec un tel écart de tentatives, de tentatives, quoi. Tu peux pas gagner ça. Et effectivement, Donc, c'est l'équipe qui perd le moins de ballons en playoff cette saison, Indiana. ouais. Donc, si il corrige le tir sur les balles perdues et qu'il montre un peu plus de tranchant sur les hauts rebonds et que Tyrese Haliburton sort de sa torpeur, j'ai envie de croire qu'effectivement, il y aura un game 7. Et si ça va en game 7, je vois pas les Knicks perdre chez eux, clairement. Moi Pas, non plus. pas dans un chaudron comme le Madison Square Garden, quoi. Non, mais ça, de toute façon, enfin, pour moi, dans cette série, les Knicks étaient favoris, même avec Mm. les blessures. Et c'est vrai que j'ai du mal à imaginer un monde où ces Pacers-là peuvent aller chercher ces Knicks. Oui, Je je trouve pense qu'il y a pas. Ouais. trop d'écart dans l'intensité. Je trouve il y a trop sur des domaines trop importants en playoff, il y a trop d'écart. Mm. On verra ça. Le Thunder face aux Mavericks. Malgré un genou douloureux, Luka Doncic n'a pas manqué l'occasion de briller dans le Game 5 de la série la nuit dernière. Il a fait oublier sa contre-performance dans le quatrième match, pourtant joué à domicile. Il a terminé le Game 5 sur un triple-double, 31 points, 11 passes, 10 rebonds, 12 sur 22 tirs, 5 tirs à 3 points dans l'affaire, pour permettre aux siens de s'imposer à l'extérieur face à un public du Thunder, enfin des supporters du Thunder qui étaient, je pense, assez estomaqués à la fin de la rencontre. Le Thunder
il y a une grosse difficulté pour alimenter le tableau de marque au-delà de Shai Gilgeous-Alexander, qui fait pourtant son possible pour porter l'équipe offensivement. Josh Giddey a été poussé sur le banc, remplacé par Isaiah Joe. Kayson Wallace, rookie, se retrouve avec des responsabilités offensives et défensives qu'on peut juger assez inattendues. Je pense que mettre autant de responsabilités dans les mains d'un rookie, c'est quand même tendu. Idem pour Chet Holmgren, qui n'a pas dépassé les 20 points une seule fois dans cette série. Et ça, c'est le témoignage aussi de l'excellente défense intérieure de Dallas. Jalen Williams, que je considère comme le parfait complément de SGA sur le terrain, est en difficulté en scoring avec une adresse en berne. On sent qu'il a du mal à trouver son jeu. De l'autre côté, Luka Doncic, il peut compter sur la profondeur d'un effectif où tu as PJ Washington, Derek Lively, Derrick Jones Jr. qui répondent présents à ses côtés. Charles, est-ce que tu as l'impression que le Thunder est rattrapé par sa jeunesse et son inexpérience, ou il y a d'autres aspects qui permettent d'expliquer le fait que Dallas aujourd'hui est aux commandes de cette série? Non, je pense effectivement que la jeunesse de cette équipe est un élément qui est très important. En fait, si tu regardes les 5 plus gros temps de jeu de cette équipe depuis le début de cette série, il y a que 2 mecs qui ont plus de 22 ans dans le lot. Tu vois, il y a que Shai et Lou Dort qui sont à 24 et 25 ans, un tout petit peu expérimentés. Sinon, on a dit Jalen Williams 22 piges, Chet Holmgren 21, Carson Wallace qui en temps de jeu depuis le début de cette série est le 5e joueur de l'effectif, n'a que 20 ans, il est rookie. Bon, non, je pense effectivement que cette jeunesse, c'est un élément qui est très important. Je pense aussi que le réveil de Luka Doncic au match 5, tu l'as dit, son match, il est absolument hallucinant. Il est capital. On sait à quel point le match 5, c'est un match pivot dans les séries serrées. Il a répondu présent au moment le plus important, et c'est ce qu'on attend d'un joueur de son calibre. Et puis surtout, en fait, on a vu le Luka Doncic qu'on veut voir en play-off, Tout à fait, concentré ouais. sur le jeu, plus du tout beaucoup moins en tout cas dans les polémiques avec les arbitres. Il a pris la mesure de Lou Dort, qui est un des tout meilleurs défenseurs de la ligue. Il a été excellent, Luka Doncic. Il a été en contrôle tout au long de la rencontre. Et puis, tu l'as dit, il y a cet effectif des Mavs, il est bien construit en fait. Tout le groupe répond présent sur cette demi-finale. On a 5 joueurs qui tournent à 10 points ou plus. Là, le match 5, Derrick Jones Jr. est excellent. Gafford et Lively sont remarquables dans la protection du cercle. Kyrie, il continue à ne rien forcer, à jouer juste, à se donner. Moi, la semaine dernière, j'avais dit que, à mes yeux, cette équipe de Dallas avait quand même besoin qu'il soit plus présent au scoring. Bah écoute, pour le moment, c'est pas le cas, mais il apporte énormément de choses. Jason Kidd a dit un truc très intéressant à propos de la sérénité qu'il transmet au groupe. On sait que Luka Doncic, au contraire, est plutôt sujet au pétage de plomb, qu'il est capable de sortir de ses matchs, qu'il peut se frustrer et s'énerver. Kyrie, on le sent beaucoup plus mature, beaucoup plus tranquille, et ça aide forcément son équipe. Washington et Gafford, qui sont arrivés en cours de saison, font du super taf. Je trouve que le boulot du front office des Mavs et de Jason Kidd est vraiment récompensé dans l'ensemble sur cette série. Complètement, ouais. C'est clair que ce recrutement à l'intersaison a totalement modifié le visage de cette équipe, qui est partie pour faire au final deux finales de conférence. S'ils arrivent à se débarrasser du Thunder, ce sera 2 finales de conférence sur les 3 dernières années. Et c'est une sacrée réussite, alors que l'an dernier, on était plutôt inquiet pour l'avenir de Luka Doncic et la capacité de voir Dallas euh, répondre présent en termes de recrutement, en termes Ouais, de lui donner une équipe la en plus termes belle. d'ambition, voilà, Voilà, exactement. de pouvoir de pouvoir utiliser ce moment de la carrière de Luka Doncic où le joueur clairement, enfin, même avec un genou en vrac, arrive à nous faire des choses absolument extraordinaires sur un terrain. Enfin, je veux dire, ce joueur est absolument Dingue. j'avais vraiment un doute sur sa capacité à surmonter cette blessure, parce que franchement, quand tu vois le nombre de fois où il a eu des alertes au début de la série, le nombre de fois où on l'a vu boiter, le nombre de fois où il s'est fait mal, il est tombé, et tu te dis, mais il va sortir à l'instant ou à un autre, quoi. C'est pas possible. On voit qu'il était en douleur, et je pense que ça a participé. J'essaie pas de trouver des excuses. Oui, là, ses complaintes incessantes auprès des arbitres, ça fait un peu partie du personnage. Ça fait complètement partie du personnage. Voilà, et voilà. Mais je pense que le fait qu'il soit limité physiquement dans ses déplacements et qu'il ait du mal à se débarrasser des défenseurs comme il a l'habitude de le faire autrement,
je pense que ça participe aussi beaucoup à ça, quoi. Et, et son Game 5, ouais, c'est totalement changé de façon de vivre ce match, de vivre cette série. Et le résultat, c'est tout de suite ressenti, quoi. Et aller gagner ce Game 5 à l'extérieur, franchement, Ouais, chapeau, quoi. bah, c'est d'autant plus fort. Enfin, c'est d'autant plus fort que le match 4 aurait vraiment pu faire mal parce que Mais complètement. franchement, Dallas doit le gagner ce match. Alors, Mais complètement. on sait depuis la saison régulière que ces Mavs-là ont un énorme problème. C'est une des pires équipes de la ligue au lancer franc. C'est dégueulasse, c'est pas normal à ce niveau-là. Et sur ce match-là, on a pu le vérifier avec un 12 sur 23 bien vilain, notamment dans le Money Time. Et honnêtement, moi j'ai pas regardé le match en direct, je l'ai regardé en rediff après, et je Mhm. connaissais déjà le résultat, et je me suis vraiment demandé comment cette équipe de KC pouvait l'emporter. Ils ont une adresse extérieure qui est dégueulasse, ils dominent pas la bataille des rebonds, offensivement on les a déjà vus bien plus forts, bien plus en maîtrise. Bah, ils ont su s'accrocher quand ils étaient menés, ils se sont jamais affolés, ils ont été menés de quoi, quasiment 15 points, ils sont revenus, ils ont jamais décroché, petit à petit, ils ont profité de la maladresse des Mavs pour revenir, pour s'imposer, et c'est hyper impressionnant. Moi, je trouve que Shai Gilgeous est vraiment impressionnant. Il met des shoots incroyables, son jeu à mi-distance est extraordinaire, c'est un plaisir à voir. J'ai plus les chiffres en tête, mais sa réussite sur les shoots à mi-distance en sortie de dribble est hallucinante. Il est absolument intenable. Et ouais, je trouve que enfin, pour moi, depuis le début de la série, c'est lui le meilleur joueur en fait. Alors, Luka Doncic a vraiment marqué les esprits sur le match 5, mais sur la globalité de la série, Shai est incroyable, je trouve. Ouais, complètement. Je t'ai dit, moi, c'est marrant parce que Shai Gilgeous-Alexander, il y a une partie de son jeu, et je trouve dans le Game 5, il y a eu au moins 2 ou 3 instances où il est vraiment parti à la pêche aux fautes, et ça m'a saoulé. Parce que j'aime pas ça, j'aime pas ce genre de d'action où il va au contact et après il floppe, quoi. Et Ouais, mais les joueurs qui font du flopping, sérieusement, ça m'irrisse le poil, quoi. moi Et je je trouve il a ce côté-là dans son jeu qui, des fois, a tendance vraiment à m'énerver, en fait. est-ce qu'il le ferait autant s'il était moins esselé offensivement? En fait, moi c'est Justement, aussi ça la question que je me pose. j'allais y venir. Effectivement, c'est une partie importante de cette explication, et on sent qu'il essaye de générer de l'attaque à lui tout seul, Ouais. parce que autour de lui, il n'y a pas vraiment qui que ce soit pour répondre présent, et là-dessus, ça se comprend mieux, effectivement. Ouais. Bah ouais. En fait, ouais, c'est ça. Moi, je pense que cet isolement qu'il a un peu en attaque, le fait d'être aussi esselé, ça joue beaucoup effectivement à le pousser, à forcer un peu pour aller chercher des fautes. Après, on va pas non plus se mentir. C'est une composante de son jeu. C'est un domaine sur lequel bah il est fort. C'est un talent de provoquer des Mais fautes, hein, évidemment, clairement. et Hein. surtout depuis quelques années, c'est un talent qui est devenu extrêmement important et extrêmement présent en NBA, notamment chez les arrières. Et juste le flopping, je supporte pas le flopping. Et il y a 2 3 actions où il fait clairement du flopping à mort, dont une action qui a été revue par les arbitres à un moment. Je crois que c'était à la fin vers la fin du Game 5. Et je me dis, mais c'est comment tu peux re-regarder cette séquence et te dire, ah, mais si, il y a faute, quoi. Je sais pas. Je comprends, mais pour moi, c'est un aspect qui est problématique, qui m'embête aussi, mais c'est vraiment pas le premier truc que je retire de cette série, tu vois. Non, non, bien sûr, bien Je sûr. trouve qu'il est tellement fort, et vraiment globalement, moi, ce match 4, je trouve qu'il est extrêmement important dans la construction de cette équipe d'OKC. On va le dire, je pense que c'est peut-être la 50e fois Tout qu'on à le fait. dit cette saison, mais il faut le rappeler à chaque fois, c'est une équipe qui est d'une jeunesse hallucinante, c'est une des plus Deuxième équipe la jeunes. plus jeune de la Voilà, NBA. c'est la deuxième équipe la plus jeune de la NBA, ils sont en demi-finale de conférence, et ce match 4, bah, quand tu vois le match, tu te dis pas que ces mecs-là sont aussi jeunes et inexpérimentés. Enfin, vraiment, la manière avec laquelle ils ont Tout à su fait. faire le dos rond quand ils étaient menés, revenir petit à petit, s'imposer dans le Money Time, c'est très impressionnant. Et je trouve que pour l'avenir, c'est enthousiasmant. Et c'est pareil, Marc Daigneault, tu vois, le fait de sortir Guidi du 5, j'ai vu que ça avait été un peu critiqué. Alors, ça a pas forcément payé, mais c'est génial de voir un coach qui a pas peur de prendre des risques et de tenter des choses dans une configuration aussi tendue. Alors oui, cette équipe, elle est déjà en demi-finale de conférence, et oui, elle a une vraie chance d'aller plus loin, mais ce Thunder-là, il doit voir au-delà de cette campagne de playoff. Ils sont en train de construire Hmm. quelque chose qui, au regard de la jeunesse de l'effectif, peut durer un moment,
et de voir tout ça, je trouve que c'est très enthousiasmant pour la suite. Le risque, c'était éventuellement de voir Guidi sortir enfin, perdre confiance en Ouais, lui. c'est ça, perdre pied. Mais on se rend compte avec cette équipe, et ça, c'est depuis un moment maintenant, qu'il y a un vrai groupe qui s'est créé au Thunder. Les fans peuvent être fiers de cette équipe. Enfin, je veux dire, peu importe le résultat, et on aurait tort de les enterrer trop vite. On va laisser cette série se terminer et on fera le bilan plus tard. Mais quoi qu'il arrive, dès maintenant, tous ces joueurs-là vont bénéficier de cette expérience, comme tu l'as très bien dit. Et le groupe est magnifique. Le coach, lui aussi, le coaching staff, lui aussi, va apprendre de ce qui est en train de se passer. Je veux dire, l'avenir est absolument radieux à OKC. Bien sûr. Et il y a rien. Et Dallas, j'ai envie de te dire que c'est la même chose. Enfin, on oublie que Dallas, il y a énormément de joueurs qui sont extrêmement jeunes dans cet effectif, que ce soit Doncic, que ce soit Lively, que ce soit PJ Washington. Je veux dire, il y a plein de joueurs importants qui sont absolument au début de leur carrière et qui sont en train de se manger de l'expérience à tout va, quoi. Ouais. Ouais, non, je suis d'accord et même en fait, même pour Doncic, je trouve que ce match 5, il peut avoir un impact. Alors attention, hein, je vais pas me faire des films. Je sais que Doncic ne changera pas et qu'il restera un pinailleur qui passe trop de temps à se prendre la tête avec les arbitres. Mais quand même, ce match 5 et j'espère le match 6 aussi, parce que je pense qu'il doit être absolument dans la même attitude et il doit être le même joueur qu'il l'a été au match 5. J'aimerais bien qu'il en tire des enseignements quand même. Que Luka Doncic comprenne que C'est quand ce il n'est qu'il a dit. concentré que sur le jeu, bah c'est très très dur de battre son équipe, quoi. Il l'a reconnu. Il a été interrogé cash sur son comportement et il a répondu. Il a dit voilà, il faut que j'arrive à utiliser ce truc-là pour Ouais, mais et à le retranscrire dans mes actions sur le terrain. Jamais il arrêtera de pinailler. Par contre, ce que j'ai aimé dans ce Game 5, c'est que j'ai un peu retrouvé le Luka Doncic qu'on avait vu dans le Game 7 face à Phoenix en 2022, où il est là en train de se nourrir de l'animosité des supporters de l'équipe adverse exactement. Mais pour ça te c'est très bien. sortir un match all-time, quoi. Exactement, mais ça c'est très bien, tu vois, qui joue avec le public, ça me Mm, dérange pas du tout enfin, c'est beaucoup moins que ces petites prises de tête avec les arbitres. Ça c'est c'est sûr. clair. Ça c'est clair. Maintenant, le fait qu'ils disent, je sais que je dois progresser en la matière, je pense que depuis qu'il est passé pro, il a dû le dire une bonne quinzaine de fois, ça, sans pour autant que ça change. Mais bon, voilà, Mais moi, c'est surtout qu'il supporte pas qu'on lui mette ça, qu'on lui mette le nez dans ce bien sûr, truc-là. Il bah, bien sûr, déteste ça absolument. bien sûr. Donc, euh, donc ouais. Cleveland-Boston, la première série des demi-finales de conférence à être terminée pour la troisième année consécutive. Les Celtics se qualifient pour les finales de conférence. Ça fait 4 fois sur ces 5 dernières années. Ça fait 6 fois sur les 8 saisons passées. Boston poursuit son chemin dans sa conquête du titre après s'être imposé face à une équipe de Cleveland courageuse qui aura bataillé jusqu'au bout malgré l'accumulation des blessures. On peut toujours se dire que ce soit face à Miami ou ces Cavaliers, les Celtics n'ont pas été mis vraiment à l'épreuve dans ces playoffs et se sont retrouvés à affronter des équipes diminuées par les blessures jusqu'alors. Il n'empêche que cette équipe est dans cette veine de saison dominante pour le moment et qu'ils vont s'offrir une période de repos bienvenue au moment où toutes les autres équipes sont en train de s'étriper et essayer d'assurer leur survie. Charles, un mot sur la qualification de Boston. Bah, finalement, c'est un peu le scénario auquel on s'attendait, hein, Mm. qu'on avait évoqué après le deuxième match remporté par Cleveland. Boston La devait. prédiction la moins compliquée de ces Ouais, playoffs voilà, exactement, 2024. exactement, c'est tout à fait ça. Ouais. Bon, écoute, Boston devait répondre et dérouler pour en finir en 5, c'est ce qui s'est passé d'autant plus avec la blessure de Donovan Mitchell, mais ils ont fait le boulot à la Boston, si on peut dire, sans forcer, en s'appuyant sur les qualités qu'on connaît à cette équipe depuis le début de la saison. On a forcément une impression un peu mitigée sur Boston, parce que d'un côté, en étant honnête, bah, ils ont eu un parcours facile avec un Miami sans Butler, des Cavs sans Allen, puis sans Mitchell. Mais en même temps, on va pas non plus leur reprocher ça, c'est pas de leur Tout à fait. fait, et même si on a tous été un peu gavés devant ce match 2 pris à la légère, dans l'ensemble, ils ont fait le boulot. Alors moi, j'avoue que quand on a su que Donovan Mitchell était absent pour la suite de la série, à un moment, je me suis dit, bah tiens, tu vas voir, ils vont réussir à se relâcher et à faire durer la série un match de plus, ce qui Ouais. honnêtement était pas si loin d'arriver dans le match 4. Non, d'ailleurs, non, mais c'est tout à fait le reproche qu'on pourrait faire à Boston, c'est que
ils ont gagné sans tout à fait convaincre. En tout cas, il y a encore toute une ribambelle de gens qui doutent de leur puissance Ouais, de feu. non, en fait, c'est ça qui nous fait tiquer de toute façon sur cette campagne de playoff, c'est qu'en prenant en compte cette opposition entre guillemets faible, on espérait tous voir une équipe de Boston plus dominante, plus sereine. Mm. Maintenant, même si je reste dubitatif sur la capacité de ce groupe à répondre à une très haute intensité, à se faire violence dans les moments difficiles, etc., ils ont quand même fait le boulot et ils Et l'ont le fait. talent, et le talent est là. Ouais, bien sûr, le talent est là, et puis surtout, ils ont fait le boulot sans tomber dans le piège de faire traîner la série un match de plus, ce qui peut paraître anodin, mais qui en réalité est une donnée très importante pour la suite, surtout quand on voit le nombre de blessés qu'il peut y avoir dans les autres équipes. Y a quand même, aujourd'hui, il y a quand même une vraie possibilité pour que les 3 séries des demi-finales de conférence se jouent en 7 matchs, et si c'est le cas, je pense que du côté de Boston, on se frotte les mains. On est ravis de voir le niveau de fatigue augmenter partout. D'ailleurs, on n'a pas donné notre prédiction pour Thunder Mavericks. On est passé trop vite au truc. J'ai carrément zappé. Moi, je dis Mavericks en 7. En 7, Ouais. moi je Je pense pense que que le Thunder gagne à Dallas ce soir. moi, je pense que si on On voit le donne le même soir. Luka Doncic concentré à 100% sur le jeu, qui ne s'éparpille pas, qui ne se frustre pas, je pense que Dallas l'emporte en 6. Moi, Dans tous les cas, je pense que j'ai envie de voir des game 7. Moi. ouais, bah oui, non, mais moi aussi, non mais c'est ça. C'est là à portée de main, là. Vas-y, donne-moi du game 7. Là. Mon prono du cœur, c'est un Game 7, évidemment. Pardon. Mais bon. Mais bon. Vas-y, finis sur Boston, je suis désolé. Non, il n'y a aucun problème. Mais écoute, un petit mot quand même sur les Cavs. Moi, j'avoue que j'aurais bien aimé que les Cavs réussissent à prendre un match sans Donovan Mitchell. Je sais que c'était peu probable, mais je trouve que ça aurait envoyé un message plutôt intéressant pour l'avenir de cette franchise quand on voit toutes les rumeurs qui courent ces derniers temps. On va en parler de ça. Mais bon, voilà, écoute. En fait, moi, la question que je me pose sur Boston, c'est est-ce qu'on a appris quelque chose sur ces Celtics depuis le début des playoffs? Est-ce que Pas c'est vraiment, ouais. non, c'est ça en fait. Est-ce que de ces 2 premières séries, on en retire des enseignements qui nous font dire bon bah là ouais, on voit le visage d'un futur champion. Bah j'en ai pas l'impression, mais est-ce qu'on a vu assez de entre guillemets problèmes pour être inquiet? Mais je sais pas non plus en fait. C'est ça qui est terrible avec cette équipe de Boston, c'est que quelque part on a presque l'impression que les playoffs ont pas vraiment commencé pour eux. Tout à fait, ouais. Et je sais pas si je sais pas dire très sincèrement, je sais pas dire si c'est une mauvaise ou une bonne chose. Bah en fait ça c'est la question qu'on se posera Parce à la encore une fois qu'ils vont arriver s'ils arrivent en finale, ce qui semble être tout à fait quand même la probabilité la plus haute. Ouais. ouais, la plus haute dans ces playoffs quoi, à l'est. Quelle équipe ils vont trouver en phase 2 quoi. Ouais, mais là on va en revenir à la même question, tu vois. Donc Tu préfères être dans quelle situation? Dans la situation d'une équipe épuisée, mais qui a déjà le goût du sang et qui est déjà ouais, en ouais, rythme tout à de fait, c'est playoff, ça, ou ouais. tu préfères être une équipe qui est Bah, peut-être assise dans son fauteuil, mais qui est en pleine forme, quoi. voilà, ça dépend à quel point l'équipe en face est décimée quoi. Exactement. Donc ça va être, ça c'est trop tôt Et pour à le dire. bout et à bout physiquement. Donc, On a besoin de savoir quelle sera l'affiche de la finale pour pouvoir se prononcer là-dessus, mais c'est vrai que oui, on c'est aura le temps déjà d'en une parler. donnée qui est préoccupante. Tout à fait. Cleveland, parlons-en justement. Cleveland, donc, qui vient de terminer sa saison. Il y a eu cette rumeur de Donovan Mitchell qui date pas, qui traîne depuis un bon moment. Et moi, ouais. Voilà. Et il y a eu un article là, qui vient d'être publié sur The Athletic où ils expliquent que Donovan Mitchell pourrait tout à fait considérer signer un contrat à long terme avec Cleveland. Euh, qu'il serait pas contre cette idée, mais qu'il y a quelques ajustements qu'il y aurait à faire au sein de la franchise pour le convaincre définitivement de continuer l'aventure, notamment JB Bickerstaff qui n'aurait pas trop l'approbation de Mitchell. Et les mots qui sont utilisés dans l'article, c'est qu'il n'a pas vraiment confiance en lui pour trouver les bons ajustements, pour coacher cette équipe. On se souvient également, et c'est cité dans l'article, il y a eu une confrontation entre Bickerstaff et Kobe Altman, le general manager, en mi-décembre, à propos du temps de jeu de Donovan Mitchell, où il était venu engueuler Bickerstaff parce que Mitchell avait joué 48 minutes dans une rencontre. Et que lui était là à dire mais tu vas nous le cramer avant l'heure. Il y a également dans ce papier d'autres choses,
Darius Garland qui pourrait demander un transfert si Mitchell re-signe aux Cavaliers, ce qui me surprend pas vraiment. Apparemment, il y aurait déjà la volonté de Rich Paul de s'entretenir avec le front office pour discuter de son avenir si jamais Mitchell re-signait à Cleveland. Donc ça, c'est pas rien quand t'es fan de Cleveland. Et dernière chose, il y a une question sur la paire Jarrett Allen-Evan Mobley qui sera étudiée. Et il y a eu cette rumeur qui pareil, traîne depuis quelques jours désormais, comme quoi une poignée de personnes dans l'effectif de Cleveland et dans le front office auraient été contrariées de ne pas voir Jarrett Allen tenter de faire un retour dans la série face à Boston. Je trouve ça un peu hardcore de demander à un joueur blessé de se mettre comme ça en danger potentiellement. Voilà. Ouais, et puis il y a eu l'article de Shams Charania qui dit que Mobley ne voulait pas être là en fait, qui voulait pas être drafté par les Cavs. Oui, tout à fait. Ouais. C'est vrai que Alors moi, il y a un truc que je tiens à dire, c'est que je trouve que Donovan Mitchell a très bien géré les choses. Je trouve que cette interview qu'il fait avec Wojnarowski, elle est vachement bien parce qu'elle démine quand même beaucoup de choses. ouais. Parce que en fait, c'était un peu dérangeant, je trouve. C'était à peine l'équipe est éliminée, Charania qui sort son article où vraiment t'as l'impression qu'il dépeint une situation absolument catastrophique, qu'il explique que Donovan Mitchell voudrait absolument partir, etc. Donc moi je trouve ça vraiment bien qu'il ait fait cette interview dans laquelle il a expliqué qu'il était heureux à Cleveland, qu'il trouvait que l'équipe était en progression. Aujourd'hui, Ce qui est assez fou d'ailleurs de se dire que le premier truc que tu fais quand t'es éliminé, c'est de déminer une rumeur qui traîne depuis des lustres ouais c'est fou, mais sur le fait que tu as envie de te barrer absolument de l'équipe pour laquelle tu joues. Quoi. ouais c'est fou, mais tu vois ça donne quand même de la sérénité, c'est bien en fait. Enfin c'est Mmh. important de pas laisser trop longtemps ces rumeurs-là. Alors certes, on pourrait dire il aurait pu faire ça en cours de saison régulière ou quelque chose comme ça, mais bon, en tout cas, je trouve que c'est difficile aujourd'hui d'anticiper ce qui va se passer pour la suite. Le cas Bickerstaff, tu l'as dit, va être, à mon avis, une donnée très importante. L'été va sûrement être chaud du côté de Cleveland, la situation de Garland. Garland, c'est peut-être la situation que je trouve sain. De toute façon, je trouve ça sain. On en a parlé les fois où toi et moi on a parlé de Cleveland. En tout cas, moi j'ai toujours dit que la paire Garland-Mitchell, c'est probablement pas viable à terme, tout comme la paire Jarrett Allen-Evan Mobley. Parce que Jarrett Allen et Evan Mobley, s'il y en avait un des deux qui savait tirer encore, je trouverais que cette paire est à maintenir. Parce que tu vois bien que, regarde les Wolves, regarde Denver, tu vois bien que la taille, c'est important. Tu peux jouer avec de la taille dans la NBA actuelle, alors qu'on a cru le contraire pendant un bon moment. Maintenant, si aucun des deux s'est tiré, c'est problématique. Et pour moi, Evan Mobley doit absolument travailler sur son jeu offensif. Ça, c'est un enseignement que je retiens de lui dans ses playoffs, c'est ça, quoi. Oui, mais Offensivement, il n'est pas du tout au niveau, quoi. ouais, mais est-ce qu'il peut développer son jeu offensif dans l'équipe Mais c'est ça avec la la question. configuration actuelle en fait? Parce que moi, je suis, tu le sais, je suis très convaincu par son potentiel, mais je suis pas sûr qu'il soit capable d'accomplir ce potentiel dans la configuration actuelle des Cavs. Hmm. Le duo Mitchell-Garland vampirise beaucoup le jeu offensif, et je précise que c'est pas une critique, hein, ça a bien fonctionné sur la saison. Donovan Mitchell est un joueur incroyable, mais on sait qu'avec lui, les intérieurs ont quand même assez rarement le beau rôle en attaque. Est-ce que vraiment Mobley peut se développer dans cette configuration-là, où en fait ce qu'on attend de lui, c'est avant tout du boulot défensif? Ça, moi j'ai des doutes. Donc voilà, c'est difficile de se prononcer sur ce qui va se passer. Sur le dossier Garland, ce qui est clair, c'est qu'il y a déjà des fans des Spurs qui salivent à l'idée d'un trade de Garland et d'un éventuel ticket Wembanyama Garland. Ce qui va se passer aujourd'hui à Cleveland, c'est trop dur de se projeter, c'est trop dur d'anticiper. Ce qui est sûr, c'est que l'été va être très chaud et qu'il va y avoir des changements. Parce que Garland, il est signé jusqu'en 2027-2028. Et oui, mais s'il demande un trade, tu Non, vois, non, bien sûr, non, non, mais je veux dire, il est sous contrat, donc tout à fait, pour une équipe qui le récupérerait, c'est aussi une sécurité bien sûr. d'avoir un joueur qui est déjà sous contrat. Mitchell, là, il a une option, je crois, à 37 millions pour la saison 2025-2026. Il est éligible cet été pour une extension de 4 ans qui serait à 208,5 millions de dollars. Sinon, il peut attendre d'être free agent en 2025, d'être agent libre en 2025. Et dans ces cas-là, il pourra signer un maximum de 5 ans. Donc, c'est un contrat max, 5 ans à quasiment 270 millions avec Cleveland, parce que c'est Cleveland qui a ses bird rights, Ouais. ou 4 ans à 200 millions de dollars avec une nouvelle équipe. Donc,
l'argent dans cette équation est quand même assez importante et tu comprends que Mitchell potentiellement il est pas contre l'idée, enfin il est plutôt il doit saliver à l'idée de devenir agent libre parce que là l'argent c'est pas du tout la même chose quoi. Oui, et en cas de trade, on Maintenant sait il faudra donner Cleveland va sûrement demander des garanties parce qu'ils peuvent pas se permettre de le perdre pour rien du tout la saison prochaine clairement. il y a ça, mais on sait aussi que, et ça sera, en cas de trade, ça sera une donnée qui est importante, c'est que Donovan Mitchell, il veut pas se retrouver n'importe où. Tout à fait. Et on sait très bien qu'il a les yeux rivés sur New York et sur Los Angeles, qu'il a envie de jouer pour un très gros marché. À New York ça devient chaud là. Hein. Je Bah vois pas ouais, pourquoi New York ramènerait ce gars-là alors qu'ils ont Brunson quoi. je, Prendre un joueur qui va enlever la balle des mains de Brunson, je comprends pas le calcul. Franchement, pareil. s'ils font ça, Bah, je ce serait suis, décevant, vu la justesse des choix qu'ils ont fait ces derniers mois. Ouais. ouais, pour moi, ça n'a aucun sens, mais bon. Je suis d'accord. Mais bon. Bah après, ça, c'est Donovan Mitchell qui le veut, hein. On n'a jamais dit que les Oui, Knicks bien ne le sûr. veulent pas. Mais bon, on Non, mais verra. je peux même comprendre que les Knicks aient pu être intrigués par cette option fut un temps. Aujourd'hui, je pense que les Knicks, c'est pas du tout ce qu'ils doivent faire. Enfin, aujourd'hui, tu regardes plutôt du côté de Julius Randle en te disant, qu'est-ce que je peux récupérer pour ce mec-là, quoi. Ouais. Je suis désolé pour les fans de Julius Randle, mais je pense que c'est vraiment le move à faire du côté des Knicks, quoi. Peut-être que je me trompe, hein, je veux dire, c'est loin d'être la première fois que je me trompe, mais mais c'est mon sentiment en tout cas. Je suis assez d'accord avec Et ça. pour Evan Mobley, pour terminer sur cette histoire de Cleveland, Evan Mobley, c'est quoi comme joueur aujourd'hui, Evan Mobley? Moi, je trouve que ses limitations offensives, elles sont assez inquiétantes dans le sens où je me demande vraiment ce qu'il peut devenir comme joueur. Son potentiel est absolument incroyable, très clairement, défensivement. Il a montré des très bonnes choses. Je trouve que cette campagne de playoff va faire beaucoup de bien à Evan Mobley parce que ça l'a confronté à ses propres limitations et si cette campagne de playoff là ne le motive pas à activer vraiment son jeu offensif et à progresser activement au tir notamment et à comment dire à développer sa panoplie de moves offensifs, franchement je vois pas je vois pas quand est-ce qu'il va se motiver à faire ça quoi. Ouais, ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord, effectivement. Je pense que cette série et ces playoffs doivent être une indication importante. Maintenant, il fait quand même un très très gros, enfin, il fait un bon match 5. Il a vraiment, en fait, pour moi, il a besoin d'un coach, il a besoin d'un très bon coach aussi pour son développement. Enfin, il y a pas mal de choses qui doivent changer pour moi à Cleveland pour qu'il puisse accomplir ce potentiel-là. Euh, Hmm. et, et peut-être qu'il l'accomplira jamais à Cleveland, et peut-être qu'il l'accomplira ailleurs, ou peut-être qu'il ne l'accomplira jamais du tout. En fait, il y a plein de joueurs dont on sait qu'ils avaient un talent incroyable et qui sont jamais devenus les joueurs qu'ils auraient pu devenir. Mais c'est vrai que ouais, moi je trouve que tu vois, c'est un mec qui a quoi? Il a 22 ans, il a déjà terminé sur le podium du meilleur défenseur de la saison. Il a déjà au moins une référence d'un match à plus de 30 points en playoff. Enfin, tu vois, il y a quand même des choses chez lui Hmm. qui sont pas courantes, vraiment pas courantes. C'est sûr, on verra ça. On va terminer ce podcast, Charlie, en reparlant de tes Lakers. Tiens, ça fait Ouais, ça longtemps va qu'on être n'a un pas bon parlé des moment. Lakers. Ah là, je vais Je, passer un bon moment là. je voulais juste avoir ton sentiment sur la chasse aux coachs qui est en train de se jouer actuellement et tout ce qu'on entend. Là, il y a Adrian Wojnarowski et David McMenamin d'ESPN qui ont sorti des infos là-dessus sur cette recherche de coach. Et donc il y a James Borrego qui est assistant aux Pelicans qui a été cité, Chris Quinn qui a été cité, qui est assistant au Heat de Miami. Il y a d'autres joueurs là d'autres assistants qui ont été cités récemment. Sam Cassell qui est assistant aux Celtics, David Edelman qui est assistant aux Nuggets, Mika Nori qui est assistant aux Timberwolves, et bien évidemment le candidat qui fait parler absolument tout le monde, c'est JJ Redick, avec lequel LeBron James anime un podcast, Mind the Game. Qu'est-ce que t'en penses de tout ça? Est-ce que tu penses que JJ Redick est un vrai candidat ou pas? Je pense que c'est un vrai candidat, mais j'espère que le fait qu'on en fasse un des favoris, ça soit un peu un contre-feu, enfin, en tout cas que ça soit pas qu'on n'en soit pas là. Écoute, moi JJ Redick, je trouve qu'il a des points de vue intéressants. Je pense vraiment qu'à terme, il peut faire un bon coach, mais pas avec LeBron. Pas comme ça. Enfin, tu l'as dit, il faut un podcast ensemble. Il suffit d'écouter ce podcast, pardon, pour comprendre qu'au moins dans le cadre de cette émission, bah, celui qui fait le plus autorité, c'est LeBron. En tout cas, c'est la sensation que moi j'ai. Et je pense vraiment pas que ce soit l'idéal dans une relation coach-joueur.
Et même au-delà de ça, pour le reste du vestiaire, c'est hyper problématique que LeBron et Mais le complètement. coach enregistrent un podcast ensemble. Enfin, le reste des joueurs ne saura jamais qui tire vraiment les ficelles, qui prend les décisions. C'est catastrophique. C'est vraiment, je souhaite vraiment que ça soit un contre-feu et que ça soit pas le favori. C'est clair que je vois d'un bien meilleur œil les candidatures de coachs plus expérimentés ou au moins d'assistants coachs renommés. Alors, j'avoue qu'en ce moment, je suis surtout concentré sur les playoffs, donc j'ai pas Oui, c'est regardé sûr. de Moi, très c'est très pareil. près les profils, mais voilà, il faut un mec solide. Moi, sur le papier, et sans m'être plus penché dessus, c'est clair que les profils de Chris Quinn, qui a passé 10 ans dans le coaching staff de Spoelstra, et de Mika Nori, qui est particulièrement mis en lumière cette saison à Minnesota, et qui est assistant coach en NBA depuis plus de 15 ans, ça me plaît, mais j'ai aucune certitude. De toute façon, on sait très bien que quel que soit le coach qui va venir, il faudra que ça soit, enfin, il faut pas seulement un bon tacticien, il faudra aussi savoir imposer son autorité dans un vestiaire qui est compliqué, probablement composé avec LeBron et ses désirs, gérer des médias omniprésents et prêt à bondir sur la moindre polémique. Il faut un mec qui est très solide, et c'est aussi pour ça que j'ai plus confiance en des types qui sont dans des coaching staff NBA depuis une dizaine d'années que sur un JJ Redick qui va découvrir tout ça pour sa première expérience. Ça me Et semble trop. surtout, je vois pas ce que JJ Redick irait faire dans ce bourbier, étant donné qu'aujourd'hui, il a réussi à construire en quelques années un espèce d'empire du podcast. Enfin, le mec, c'est le roi du podcast aux États-Unis, NBA. Ah mais lui il Son, rêve de coacher, hein. Il va coacher JJ Redick, il va pas rester dans le podcast. Hein. son partenariat avec LeBron James, c'est franchement, ça serait très étonnant pour moi de le voir bouger de ce qu'il est en train de faire, quoi. Pour moi dans les Tu crois vraiment qu'il va partir coacher? ah ouais, je pense que dans les années à venir il va partir coacher. Ouais. J'ai pas eu ce sentiment-là parce Mais que en fait, il en rêve. Il en a parlé tellement d'accord, ouais. souvent depuis qu'il a pris sa retraite. Il a dit enfin, en tout cas, c'est vraiment quelque chose qui l'anime et qu'il veut faire à terme. Alors, est-ce que ça va venir tout de suite? Je suis d'accord avec toi que aller aux Lakers, là, ce serait un traquenard et je pense que c'est vraiment pas une bonne idée ni pour lui, ni pour les C'est ce que Lakers, c'est ce que je disais, hein, ni pour LeBron qu'il d'ailleurs. veuille devenir coach, c'est une chose. Aller coacher les Lakers avec LeBron James, enfin, il y a un côté Hollywood qui est insupportable, je pense, et qui est pas viable que dans un vestiaire auprès de joueurs professionnels. Pour Non, moi, c'est c'est pas pas viable. viable, quoi. Non, non, je suis d'accord. C'est comme le désir de LeBron de jouer avec son fils. Je veux dire, pour moi, ça devrait être la dernière chose qu'il devrait souhaiter faire, quoi. Pour le bien-être de son enfant. Aussi, ouais, non, mais ça c'est vrai. Je Mais, pense pas. mais, mais, Mais mais, ça, mais c'est un autre débat. On va pas parler de ça, pardon. Mais je pense que l'arrivée de JJ Redick aux Lakers, même pour LeBron, ce serait une très mauvaise nouvelle parce que au moindre truc qui va mal se passer, que ce soit sportivement Hmm. ou extra-sportivement, ça va lui retomber sur la tronche. Alors, tu me diras, c'est déjà le cas en fait, à chaque fois que quelque chose se passe mal dans une équipe de Tout à fait, LeBron, ouais. on dit que c'est de la faute de LeBron, mais là, on aurait vraiment raison de le dire en fait. Puis le problème des Lakers, c'est pas le coach, c'est pas Darvin Ham. Déjà, le premier chantier, c'est de trouver un remplaçant à D'Angelo Russell, quoi. Oui. C'est clairement le mec qui leur a tiré dans le pied à plusieurs reprises. Pas que cette année, d'ailleurs, déjà la saison passée. Donc, on verra ça. Merci, Charlie. Mais écoute, merci à toi, en espérant plein de Game 7 ce week-end. Ouais, et puis voilà, on essaiera. Je sais pas quoi faire. On verra si on fait des podcasts entre temps ou pour faire les previews des finales de conf ou pas. On verra bien. Écoute, on va déjà vivre ce qui va se passer et on avisera pour la suite. Chers auditeurs, merci de nous avoir écoutés. On se retrouve pour le prochain numéro bientôt, je ne sais pas quand, je ne peux pas vous le dire. Voilà, merci d'avoir pris le temps, merci d'être fidèle au podcast et à très bientôt. Ciao, bye.